Après 5 décennies de règne sans partage, le clan Assad s'en est allé. En 10 jours, le peuple syrien a fait fuir Bachar el-Assad vers la Russie. Cette révolution populaire, menée par l'offensive de la milice Hayat Tahrir el-Sham, qui veut dire l'Organisation de libération du Levant, marque la fin du soulèvement du peuple syrien, commencé en 2011. Immédiatement, des scènes de liesse populaires sont apparues sur les réseaux sociaux. Des vidéos où on voit des milliers de réfugiés syriens retourner chez eux, des prisonniers politiques qui retrouvent leurs proches, ou encore la prise du palais de Bachar el-Assad par les civils. Profitant de la situation, Israël a bombardé les sites stratégiques syriens et a revendiqué le Golan, territoire à l'origine syrien, pour l'éternité. Désormais, tout reste à faire pour le peuple et plusieurs questions restent en suspens. Qui sont les miliciens de HTS, comme on les appelle? Assiste-t-on à une véritable révolution populaire? Et quel avenir pour les Syriens après plus de 50 ans de règne de la famille Assad? Pour y répondre, je reçois Bouchra Al-Zoubi, réfugiée politique syrienne et militante des droits de l'homme, et Ziad Majed, politiste et chercheur spécialiste du Moyen-Orient et des relations internationales. Bouchra Al-Zoubi, bonjour. Bonjour. Vous êtes réfugiée politique syrienne et militante des droits de l'homme. Et Ziad Majed, bonjour. Bonjour. Vous êtes politiste, spécialiste du Moyen-Orient et des relations internationales. Alors je me tourne tout de suite vers vous, Bouchra. Alors qu'est-ce que vous ressentez depuis la chute de Bachar el-Assad? En fait, au début, on ne croyait pas, parce que c'était vraiment, on était sous le choc et ça s'est passé très très vite et ça nous a pris 3 jours d'être réveillés pour croire que Assad est plus là, voilà, pour vraiment y croire. Et on était remplis de joie, mais aussi c'était la mélanger un peu avec de douleur, parce que on voit les images très difficiles à partir des prisons libérées et des chiffres qui sont vraiment très effroyables. Et là, on a beaucoup d'espoir pour la suite, mais pour le moment, on a juste envie de célébrer ça, parce qu'on a fait chuter un des dictateurs les plus criminels de notre siècle. Et du coup, oui, on est content, mais avec d'appréhension pour la suite. Est-ce que pour vous, je me tourne vers vous deux, est-ce qu'on parle de révolution populaire? Alors certainement, il y a eu une très grande révolution populaire en 2011. C'est la continuité ou pas? C'est la continuité, sauf que comme dans toute révolution, il y a eu des mutations, il y a eu des changements dans toute la configuration de la lutte contre le régime Assad. Ça a commencé par un soulèvement populaire, d'ailleurs dans la région d'où vient Bouchra, Daraa, dans le sud de la Syrie, la région de Houran, et après ça a pris dans tout le pays, et il y a eu des phases. Il y a eu une phase pacifique, puis il y a eu une phase de lutte armée en parallèle avec les manifestations, et puis on est rentré dans une guerre, puis il y a eu des interventions étrangères, régionales, de plusieurs acteurs, puis la Syrie a été occupée, fragmentée, dévastée, et puis il y a eu récemment à la fois des opérations militaires éclairs, et un soulèvement aussi populaire qui a accompagné et qui a mené finalement à la libération de Damas, et donc 54 ans de la dictature assadienne, Assad père de 1970 à 2000, Hafez, et le fils Bachar de 2000 jusqu'en 2024, 54 ans que les Syriens vivent sous cette dynastie. Et je pense ce qui exprime le mieux, ou ce qui incarne le mieux cette dictature-là, ce sont les prisons et les statues. Les prisons, on a vu comment les Syriens et les Syriennes ont détruit leurs murs pour essayer de libérer tous ceux qui ont survécu à la torture, parce que c'était à échelle industrielle. Et les statues de Hafez et de Bachar, qui sont déboulonnées, qui occupaient tout l'espace syrien pour dire aux Syriens qu'on vous observe, qu'on vous opprime, que nos yeux vous suivent là où vous êtes. Les Syriens ont tourné cette horrible page de leur histoire, et même de l'histoire des Libanais et des réfugiés palestiniens en Syrie et en Liban, qui ont également subi les massacres du régime Assad. Alors vous l'avez dit, pour vous c'était l'un des pires dictateurs qui existent, Bachar el-Assad. Pour les gens qui nous regardent et qui peut-être ne connaissent pas l'histoire, pourquoi vous le qualifiez de dictateur Bachar el-Assad? Qui est Bachar el-Assad et comment
son pouvoir s'est traduit. Vous l'avez dit, c'est le fils de Hafez al-Assad qui est arrivé au pouvoir via un coup d'État. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette dynastie ? Je voulais rebondir à ce que tu as dit tout à l'heure. En fait, oui, comme tu disais, on nous a suivis partout, on ne pouvait pas nous exprimer, on savait même pas comment en fait la politique marche en Syrie. On était vraiment très exclus, c'était vraiment exclusif à un clan d'Assad. Et aussi, comme je disais avant, en fait, ma mère m'a toujours dit, en fait, les murs, ils ont des oreilles. Elle ne laissait pas les gens du tout avoir une opinion politique contre Assad. Et à l'époque de 2011, quand la révolution syrienne a commencé, ça a commencé chez moi, comme disait Ziad. Et en fait, les enfants qui ont écrit sur le mur « À ton tour, docteur ». Et jusqu'à aujourd'hui, on ne pensait pas que ce sera son tour, en fait, le docteur, et qu'il va vraiment chuter. Et c'est pour ça, pour moi, c'est vraiment une continuité de la révolution syrienne, parce qu'aujourd'hui, la chute d'Assad était dans la manière pacifiste dont on a rêvé. C'était pas une manière de continuer les atrocités, parce que on avait vraiment marre de ça, de voir les gens qui meurent tous les jours et de voir des atrocités qui vraiment a été normalisée partout dans le monde, de se dire qu'en fait la cause syrienne c'est fini, c'est une guerre civile, on voit les gens mourir, mais c'est comme ça. Mais là, vraiment, ça aboutit, en fait, et c'était une belle fin de printemps arabe, je pense. La dynastie Assad. Hafez al-Assad a pris le pouvoir en 1970. Il est devenu officiellement président en 1971. Et il a pris le pouvoir suite à un coup d'État militaire, qui n'était pas le premier, puisque lui-même, il avait participé au premier coup d'État militaire en 1963, qui a amené le parti Baas au pouvoir. Et depuis 1963, un état d'urgence a été imposé en Syrie, c'est-à-dire il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de presse libre, on n'a pas le droit de se rassembler dans les espaces publics. Cet état d'urgence faisait aussi que le parti Baas est devenu le seul parti qui gouverne en Syrie, et c'est dans la Constitution, c'est un système totalitaire. Au sein de ce parti, Hafez a mené un deuxième coup d'État en 1966 pour mener le troisième en 1970 avec une obsession. Comment faire pour que, à la suite de sa prise du pouvoir, il n'y aura plus de coup d'État militaire. Et donc, il a multiplié les services de renseignement, des appareils sécuritaires qui cherchaient à écraser la société, qui cherchaient à renforcer sa mainmise sur le pouvoir, et c'est pour cela qu'il a créé ce clan Assad, cette asabiya assadienne, ou cette solidarité mécanique au sein de la famille, mais aussi au sein de la région de laquelle il est venu, qui est sur le littoral syrien, et au sein de la communauté alawite. Cela ne veut pas dire que le régime est alawite, mais le régime est basé sur des réseaux auxquels Assad fait confiance, qui sont de sa famille, de sa région et de sa communauté religieuse dans un pays qui est une mosaïque. Oui, juste, on précise, les Alaouites, donc c'est une communauté religieuse minoritaire en Syrie. Minoritaire, voilà. Qui forme à peu près 10% de la population syrienne. Et à la suite, c'est les militaires, avec les services de renseignement, avec certains ténors du parti Baas, souvent de cette communauté-là, qui vont commencer à restructurer pas seulement l'État, mais même la société en éliminant tous leurs opposants. C'est ainsi qu'à travers les années 70, les communistes et les gens de gauche ont été emprisonnés, ils ont parfois ils ont quitté le pays. Et puis à partir des années 80, c'était le tour surtout des frères musulmans qui ont défié le régime dans la ville martyre de Hama, où un massacre a eu lieu en 1982, précédé par un autre massacre dans l'une des prisons les plus horribles sur Terre, qui est la prison de Palmyre, Tadmor. Et à partir des années 90, on est passé à un système de violence plus symbolique que physique directement, sauf dans certains cas, parce que le régime syrien, en même temps, avait envahi le Liban à partir de 1976, et il contrôlait une bonne partie du pays, envahi en parallèle par Israël, qui a occupé une partie du sud-Liban. En 2000, quand Assad est mort, Bachar al-Assad n'était pas prêt à être président. C'est ça, c'était son frère, normalement, qui devait prendre la présidence. Exactement. Assad préparait le grand frère, qui est mort dans un accident de voiture. Assad fils Bachar avait 34 ans. La constitution syrienne stipule un âge de 40 ans pour la présidence. Donc, on lui a modifié la constitution, et l'âge est devenu 34 ans pour qu'il accède au pouvoir. Et il faut aussi signaler qu'il n'y a jamais d'élection en Syrie. C'est un référendum présidentiel. On vote avec un oui
ou un non. Et le résultat est souvent 99%, il y a eu une fois même 100%. Bachar voulait montrer qu'il est un peu plus modeste que son père, il a accepté 97%. Et certains ont considéré que voilà, ce monsieur, ophtalmologue, il a passé une année ou un peu plus à Londres, peut-être il a une autre vision de la politique. Plus ouverte. Progressiste. Et là, exactement, progressiste. Et là, des Occidentaux, des responsables occidentaux qui montrent aussi un état d'esprit raciste, commençaient à dire, puisqu'il a vécu en Europe, donc il va certainement être une personne ouverte, libérale, pas comme son père. Et donc, comme si on est né dans la région, on peut devenir un dictateur brutal. Or, si on est en Europe, on doit être plus ouvert. Avec le temps, on a vu que les prisonniers politiques n'ont pas été relâchés, l'état d'urgence n'a pas été levé, les libertés publiques n'ont pas été accessibles. Ce qu'on a appelé le printemps avorté de Damas, c'est quand des intellectuels syriens ont essayé en 2000-2001 de rédiger des déclarations, de réclamer la fin de l'état d'urgence, et ils ont été arrêtés et condamnés parfois à 5 ans, 7 ans de prison. Et finalement, en 2011, la révolution a éclaté contre Bachar durant ce moment historique qu'était le printemps arabe. Et malheureusement, pour les Syriens, les différentes interventions ont transformé leur révolution en une guerre. Mais finalement, avec le temps aussi, on pourra peut-être en revenir, ce régime ne pouvait plus tenir, ne pouvait plus contrôler le territoire, puisque ce sont les Russes et les Iraniens qui lui ont permis en 2015 de commencer une année après l'autre à reprendre en contrôle certaines zones. Quand la Russie est devenue plutôt dans sa guerre Ukraine, quand Hezbollah et les alliés de l'Iran se sont retirés, vu la guerre israélienne, le dictateur était face à une grande partie de sa population et il n'a pas pu résister à la pression populaire et militaire des Syriens. C'est ce que j'allais vous dire. Qu'est-ce qui fait qu'en 2011, où on a l'impression que le soulèvement populaire était plus important, qu'il y avait beaucoup plus de forces armées du côté des Syriens, des rebelles syriens contre Bachar al-Assad, il y avait l'État islamique. Qu'est-ce qui fait que Bachar al-Assad a réussi à tenir tout ce temps? Et puis là, on est en 2024, en 10 jours, face à un groupe de milices armées syriens, il tombe. Alors, en 2011, il n'y avait pas l'État islamique. Pour commencer, la révolution, exactement, la révolution commence en 2011, elle est pacifique. Les premiers qui prennent les armes, ce sont soit des jeunes qui avaient fait un service militaire au sein de l'armée et qui voulaient protéger les leurs et les manifestations, soit les soldats qui ont fait défection parce qu'ils ont refusé de tirer sur les manifestants et qui ont constitué l'armée syrienne libre. L'ANS. En 2012, on a vu le début de la montée d'un discours islamiste au sein de la révolution. Et il y a eu des formations islamistes, mais syriennes. Donc le phénomène djihadiste n'était pas encore présent. Ce n'est qu'en 2013 que ce phénomène apparaît. Il est surtout exporté de l'Irak, où les crimes et la mauvaise gestion de l'occupation américaine avaient en partie causé la montée d'un État islamique là-bas déjà, qui utilisait ce label ou ce titre. Et on a commencé à voir l'arrivée des djihadistes jusqu'en 2014, quand ils ont annoncé leur califat. Ils n'étaient pas dans une logique de lutte contre Assad. Ils ont d'ailleurs, pour contrôler Deir ez-Zor et Raqqa, ils ont écrasé l'opposition syrienne, qui avait déjà pris le contrôle de ces deux zones-là, y compris les islamistes. Pardon, et si tu me permets, juste pour distinguer djihadistes et islamistes, il faut dire que les islamistes sont des islamistes syriens qui ont l'islam politique comme un projet de gouvernance et qui ne le cachent pas, qu'ils sont pieux, qu'ils veulent instrumentaliser la religion. Ça, c'est une autre question. Mais pour eux, l'islam politique est un projet qui porte une vision de gouvernance, mais sur le sol syrien, exclusivement sur le sol syrien. Les djihadistes ne s'inscrivent pas dans la logique territoriale
ou dans la temporalité politique. Ils sont pour un djihad qui va au-delà des frontières qu'ils ne reconnaissent pas d'ailleurs et qui ne sont pas concernés, dans le cas syrien, par la cause syrienne. Ils veulent un djihad d'un grand contre califat. l'ennemi et contre les ennemis de l'islam, sans les définir et sans dire pourquoi ils sont les ennemis de l'islam. Ça peut être une partie de la société musulmane qu'ils ne voient pas comme ils le souhaitent. Comme des bons ça peut être des non-musulmans, ça peut être un territoire où ils se battent n'importe où quand ils considèrent que les conditions d'un djihad sont présentes. Donc, ça, c'est la distinction. Ils sont takfiri aussi. Oui. Et ils sont takfiri dans le sens où non seulement les infidèles, les non-musulmans peuvent être leur cible, mais une grande partie des musulmans eux-mêmes le sont parce que ils n'adoptent pas l'islam que eux ils veulent imposer. Donc la révolution a connu plusieurs phases et elle n'était pas très loin de renverser Bachar al-Assad s'il n'y a pas eu toutes les interventions étrangères. C'est ce que j'allais vous dire, notamment la Russie et l'Iran. L'Iran, à partir de 2012-2013, l'Iran a mobilisé son allié libanais Hezbollah, qui, pour des raisons stratégiques, considérait qu'il fallait pas permettre la chute du régime. C'est à partir de la Syrie qu'il est ravitaillé par les armes iraniennes. Et il y a des milices chiites irakiennes, afghanes. Et puis, tout cela n'a pas suffi. Il a continué à perdre du terrain jusqu'en 2015, quand la Russie a décidé d'intervenir et de le sauver, pour dire que voilà, la Syrie doit rester notre zone d'influence dans la région. Ils ont une base maritime sur la Méditerranée qui est la seule au-delà de la mer Noire, donc elle est très importante pour eux. La Syrie, c'est un client historique de l'armement russe, un ancien allié aussi de l'Union soviétique. Et donc, pour plusieurs raisons, Poutine a décidé d'intervenir et il a profité des hésitations occidentales, Obama, après l'attaque à l'arme chimique qui n'a pas été punie, comme les Occidentaux le promettaient. Puis plein de considérations ont encouragé Poutine à intervenir et à permettre à Assad de se sauver et de contrôler 60 à 65% du territoire syrien, jusqu'à la chute que Bouchra décrivait récemment. Justement, on a tout ce narratif quand même occidental qui est de dire, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, avec Bachar al-Assad, quand même, la Syrie, les gens vivaient bien, c'était un pays ouvert, on pouvait faire un peu tout ce qu'on voulait. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ? En fait, ça a été tellement... comment dire, debunked, tu vois. C'était vraiment... Déconstruit. Dès on a vu les images des prisons. On vivait pas bien. Déjà, on voit que les gens sortaient de prison de Sednaya, qui restaient aux prisons depuis les années 80. C'est-à-dire que non, on vivait pas bien. On voit aussi, comme disait Ziad, il y avait beaucoup de répression. On n'avait pas des élections, on n'avait pas de la liberté de la presse, on pouvait pas en fait se présenter pour pouvoir participer ou faire partie de processus politique. Et du coup, je pense que non, on n'était pas bien et c'est pas aux Occidentaux de décider qu'on vivait bien. Comme peuple, on a sacrifié nos cœurs, nos corps, nos vies, nos territoires, nos maisons, nos souvenirs, toute notre vie pour la liberté, pour arriver à faire chuter Assad. Personne va le faire pour le plaisir de le faire. Et du coup, je pense que non, c'est une narrative qui nourrit le narratif de fait que Assad était le Momana'a, était le Muqawama et tout. Mais non, pour moi, c'est Assad qui était le dictateur qui a tué, qui a réprimé, qui a oppressé son peuple, qui a payé avec leur vie pour s'en débarrasser. L'idée de le Momana'a qu'on attribue à Assad, c'est qu'il a un régime anti-impérialiste. C'est un régime qui dit non à l'hégémonie américaine et israélienne. C'est ça un peu le terme et ce qu'il qualifie. Est-ce que certains essayent d'utiliser comme argument pour défendre Assad? Mais on parle de ça? Oui, on peut en parler. Ouais. Bah, si tu as des choses à dire sur ce narratif-là. Oui, alors moi tout à fait d'accord avec Bouchra. Il y a une attitude chez certains Occidentaux, mais pas seulement, même chez certains Arabes surtout. Oui, qui sont un peu loin géographiquement de la Syrie, de dire deux choses. Alors, la première, c'est que l'alternative est pire, par exemple. Ou bien de considérer que les Syriens n'existent pas. On parle juste de géostratégie, de frontières, le projet iranien, il y a Israël, que veulent les Américains, un nouvel Irak, etc. Donc, dans les deux récits
par rapport à la Syrie, il y a à la fois une volonté d'occulter les Syriens, comme si leur vie, leur dignité, leur liberté, leurs conditions économiques, sociales, etc. ne comptent pas. L'important pour nous, c'est de voir qui sont leurs voisins et comment se positionner par rapport à ce voisinage. Et ça, c'est une mauvaise lecture qui mène à des mauvaises positions et à une ignorance de la réalité de la vie des Syriens. Et tu avais posé la question avant, pourquoi en 2011, 2012, 2013, par exemple, le régime n'est pas tombé? Parce que aussi, il y a eu 13 millions de réfugiés et de déplacés syriens. Il y a plus de 50% des Syriens qui vivent pas chez eux. Ils sont soit réfugiés à l'extérieur, Turquie, Liban, Jordanie, Allemagne, Suède. Aussi à l'intérieur de la Syrie. Et il y a les déplacés internes, qui sont ceux qui ont été chassés de leur maison à l'intérieur de la Syrie, qui vivaient chez des gens, des amis, de la famille, ou dans des conditions extrêmement difficiles, comme les camps dans le nord du pays, d'où d'ailleurs sont partis des grands nombres de combattants qui rentraient chez eux, à Alep, ou à Hama, ou à Homs, ou à Dara, ou à Daraya, etc. Donc, pour revenir au fantasme qu'on a parfois s'agissant de la Syrie, il y a l'extrême droite et la droite, et on a vu les visites des ténors de l'extrême droite française à Damas pour soutenir le régime. Là, c'est un mélange de haine des musulmans, puisque les Syriens sont en grande partie musulmans. Donc, s'il y a un dictateur qui les massacre, on peut le soutenir, prétendant qu'il le fait par laïcité et par protection des minorités. Et l'extrême droite a toujours excellé dans cela, en plus de ses relations assez connues avec la Russie. Donc, c'est un peu le dictateur qui massacre des indigènes, non seulement ça ne suscite aucune émotion, mais en plus on le soutient. Et qui protège les chrétiens d'Orient. Exactement, les minorités, les chrétiens d'Orient. Donc il faut le soutenir, bien que évidemment c'est surtout Assad qui a instrumentalisé la question confessionnelle, bien que les chrétiens en Syrie avant la dynastie assadienne étaient 15% de la population, ils sont moins de 5% aujourd'hui, ce qui montre que aussi si c'était un pays tellement en bon état sous cette dictature ou sous ce régime, ils n'auraient pas quitté, comme l'ont quitté aussi des millions de musulmans. L'autre problème, et qui peut-être moi, je suis sûr que c'est du côté de Boucha la même chose, parce que c'est pas l'extrême droite qui nous concerne ou qu'on a envie de déconstruire son discours, c'est une partie de la gauche. Une partie de la gauche qui, encore une fois, est dans un logiciel soit de la guerre froide, elle n'a pas évolué depuis, soit qui méprise dans un sens certaines sociétés du monde, comme si ces sociétés-là n'ont pas la priorité sur la géostratégie. C'est-à-dire, avant même de parler si Assad était véritablement anti-impérialiste ou pas. Mais disons, première hypothèse, qu'il est vraiment anti-impérialiste. Est-ce que être anti-impérialiste justifie le meurtre de centaines de milliers de Syriens, l'emprisonnement de dizaines de milliers de Syriens, l'exil forcé et la destruction des maisons de millions de Syriens, les massacres et la torture à échelle industrielle, le viol comme un instrument de guerre contre la société syrienne, la barbarie au Liban et contre les camps palestiniens, notamment le camp de Yarmouk à Damas, qui a subi un sort pas très différent du sort que subit le camp de Jabalia à Gaza, où Israël mène son génocide depuis le 8 octobre 2023. Donc, est-ce que être anti-impérialiste peut justifier cette barbarie et 54 ans de Assad? C'est aux gens qui le défendent de le dire. Deuxième hypothèse, est-ce que Assad d'ailleurs était vraiment anti-impérialiste? Son père a envoyé son armée pour se battre sous le drapeau américain contre l'Irak en 91, en échange d'un rôle régional plus important. Lui-même et son père, Israël occupe le Golan syrien depuis juin 1967. Il y a eu une seule guerre après, 1973, pour tenter de libérer le Golan, mais depuis le cessez-le-feu, en 1974, la Syrie n'a pas tiré une seule balle sur Israël pour libérer ce Golan occupé. Qui appartient à la Syrie. Qui est toujours un territoire syrien selon dans le droit international, annexé illégalement, et comme d'habitude,
avec toute l'impunité qu'Israël... Oui, Netanyahou a dit que maintenant ça leur appartenait pour l'éternité. Exactement. Juste pour affirmer cette hypothèse aussi, aujourd'hui on voit qu'ils ont mené plus que 300 frappes aériennes 480. Les Oui. Israéliens, tu veux Les dire. Les Israéliens. Israéliens ont frappé, voilà, les Israéliens les ont frappé bases- la Syrie, bien sûr. Toutes les de bases 480 frappes. militaires en Syrie. Et du coup, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'en fait, ils étaient rassurés avant qu'il y avait Assad, mais maintenant, ils ont peur que c'est le diable qu'ils connaissent pas. Ils connaissaient le diable d'avant. Ouais. Et du coup, ils n'avaient pas peur parce qu'elle n'a pas tiré une seule balle depuis les années 60. Ce que Bouchra dit, c'est que en Israël, il y a eu pendant un long moment, après 2011, des arguments qui disaient vaut mieux préserver Assad, affaibli, et surtout déconnecté de l'Iran, ce qui n'a pas marché, mais vaut mieux préserver ce qu'ils ont appelé le diable que nous connaissons, que d'avoir à gérer une situation avec des diables que nous ne connaissons pas. Une situation instable pour eux, voilà. Exactement. Et donc, ils n'avaient jamais frappé toutes ces bases militaires, les aéroports militaires, les bases de tir de missiles, les stocks de missiles, parce qu'ils savaient qu'Assad n'allait jamais les utiliser contre eux. Maintenant qu'il est tombé, ça les inquiète qu'un des groupes qui peut arriver au pouvoir puisse les utiliser un jour ou voilà. Que ça soit une menace militaire. Donc, Assad n'a jamais été anti-impérialiste véritablement que sur les chaînes de radio. Et il sait aussi, il a appris avec le temps une propagande qui vise à la fois à rassurer les extrêmes droites européennes, comme quoi c'est un homme de laïcité qui protège les minorités et qui déteste les musulmans et sa société arriérée et conservatrice, etc. Et on a vu aussi comment on célébrait son épouse élégante, occidentalisée. Et il y a un magazine qui l'a qualifié de rose dans le désert, donc le désert syrien, etc. Donc il avait un discours pour ces gens-là. Il avait un discours qui servait les anti-impérialistes et la gauche. Voilà, je suis l'homme de la situation qui dit non aux Américains, et il l'a jamais fait, il cherchait toujours à négocier. Et puis, il y a dans le monde arabe aussi des gens qui aiment bien Damas, ce que Damas représente, ils ont peur. On voit des islamistes arriver maintenant en puissance, ce qui est vrai, mais on peut discuter de cela, à Damas, même si en disant que ce sont juste des islamistes. Encore une fois, on occulte le peuple syrien, qui a une grande richesse, une diversité et des aspirations. Donc, la Syrie, dès Assad, a profité de son rôle régional pour camoufler et pour cacher la société syrienne où elle massacrait impunément depuis 1971. Alors, comme on l'a dit, Bachar al-Assad est tombé en 10 jours. Ceux qui l'ont fait tomber, c'est une milice rebelle qui s'appelle Hayat Tahrir el-Sham, qui veut dire l'Organisation de libération du Levant. Alors, on ne sait pas trop qui ils sont. Est-ce que vous pouvez nous dire qui ils sont et qui est le leader de ce groupe, donc qui s'appelle Abu Mohamed al-Joulani, qui est un ancien d'Al-Qaïda et qui a fondé Al-Nosra en Syrie, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Alors, premièrement, il est vrai que Hayat Tahrir Sham, Al-Nosra, avec ses alliés avant, est la colonne vertébrale de la puissance militaire des opposants et de l'attaque qui a été jusqu'au bout, jusqu'à Damas. Mais ils ne sont pas les seuls. Il y a eu aussi tous les combattants de Daraa, de la Ghouta, avec des soulèvements populaires. Et il y a les combattants qui étaient dans une base militaire de Tanf, des anciens de l'armée syrienne libre, dans le désert syrien, à côté de la frontière jordanienne. Tous ces groupes-là sont aussi arrivés à Damas et ont contribué à la chute du régime. C'est pas le fait juste d'une petite milice, c'est le fait vraiment du peuple... D'une grande alliance militaire, surtout soutenue par la population, parce que si elle n'était pas soutenue par la population, elle n'aurait pas réussi à prendre des villes comme Alep, des villes comme Homs, comme Hama, et comme Idlib, c'est leur base. Ils sont partis de là-bas. Non, mais je parle de la conquête militaire, c'est-à-dire ils ont pris Alep, Hama, Homs, jusqu'à Damas. Ils ont libéré tout le sud et on voit toutes les scènes de célébration à chaque fois qu'une ville est libérée. En plus, ce que disait Bouchra avant, ce qui est très important, on avait très peur de vengeance. On avait très peur de batailles et de combats acharnés dans les villes qui peuvent mener à des dégâts terribles. Rien de cela a eu lieu. Ils ont même laissé certains qui sont restés fidèles à Assad de son armée partir vers le littoral pour ne pas avoir des combats et des massacres. Donc,
la Syrie a été libérée à la fin sans beaucoup de résistance de la part du régime qui s'est effondré. Il s'est effondré parce que ses alliés iraniens et russes ne sont plus là, parce que Hezbollah sur le terrain n'est plus là, parce que c'est devenu un état de drogue, de captagon, de gestion de cette drogue-là. Les soldats sont mal payés, ce sont des circonscrits qui n'ont pas intérêt à se battre, à mourir et à tuer, donc ils ont pris la fuite. Plein de considérations. Mais pour revenir à HTC ou HTS, Hayat Tahrir al-Sham, alors le Joulani, c'était un jeune qui a suivi l'appel du djihad, donc il était un ancien djihadiste, en Irak, contre les Américains. Était proche de Baghdadi. Était proche du premier Baghdadi, avant cela de Zarqawi, puis de Abu Omar al-Baghdadi, avant la montée de Abu Bakr al-Baghdadi, le troisième de l'État islamique. Et il est revenu en Syrie après la Révolution pour contribuer, il a fondé Al-Nusra, qui était attaché à Al-Qaïda. Sauf qu'en fondant Al-Nusra, c'est une première rupture au sein de la mouvance djihadiste. Il ne suit pas al-Baghdadi, qui va devenir plus tard calife, et il rejette l'idée du califat en restant fidèle à Zawahiri, qui était opposé à Baghdadi. Après, il a décidé une deuxième rupture, celle avec Zawahiri et Al-Qaïda. Après, on peut dire pour des raisons pragmatiques, opportunistes, sincères, à chacun de politique, exactement, de gestion de terrain qu'il contrôle. Il a fait une deuxième rupture, mais cette fois avec Al-Qaïda. Et puis, il a fait une troisième rupture avec l'idée du djihad, en disant que maintenant, son territoire de combat, c'est la Syrie. Il a géré la région de Idlib et je pense qu'il a établi des bons rapports avec la Turquie et il est aujourd'hui dans une logique de syrianiser tout son combat et tout l'imaginaire de ses combattants et en essayant aussi de montrer qu'il ne veut pas monopoliser le pouvoir. Est-ce qu'il est sincère ou pas ? On va voir dans la suite. Mais de toute façon, il ne peut pas monopoliser le pouvoir. Il ne représente pas la majorité des Syriens. Il y a en face de lui des rivaux assez forts. Et son groupe est surtout constitué de jeunes Syriens. Il y a un effet générationnel aussi. La révolution a commencé en 2011. Il a créé son groupe en 2012-2013. On est en 2024. Il y a un phénomène générationnel. Et ce sont surtout les enfants du pays. Et ils étaient en train de revenir chez eux. C'est un droit de retour en interne qui a permis à ces combattants de libérer Alep, Hama, Homs, jusqu'au sud du pays, où il y avait aussi d'autres formations, comme on l'a dit, qui a participé au combat. People who fear Islamic governance either have seen incorrect implementations of it or do not understand it properly. We are talking about something that aligns with the traditions and nature of the region. The most important thing is to build institutions. We are not talking about rule by individuals or personal whims. It's about institutional governance. Syria deserves a governing system that is institutional, not one where a single ruler makes arbitrary decisions. Et si je me permets aussi d'ajouter un truc par rapport à l'opération militaire qui est arrivée à Homs, après ils allaient arriver à Damas en résistance de la part de Assad. En fait, les rebelles qui étaient à Daraa, elles faisaient pas partie elles étaient pas avec HTS. Elles sont arrivées parce que déjà elles étaient des rebelles qui existaient depuis 2011. C'était déjà en opposition à Bachar al-Assad. C'était les opposants à Assad. Et à l'époque, en 2011, moi je voyais mes oncles, mes frères, tout le monde dans le village qui étaient des rebelles qui voulaient pas se joindre à l'armée syrienne. Et après, pour moi, un point très important qui t'a évoqué, le fait que, en fait, le droit de retour. Parce qu'en fait, on a entassé 4 millions Syriens dans l'est du pays. Et là, ils étaient vraiment des jeunes, c'est l'effet générationnel dont on parle, qui ont rejoint HTS parce qu'ils voyaient il y a de potentiel de rejoindre HTS. Et pour moi aussi, il y a un point qui est très important, que tous les Syriens doivent être sur la défensive par rapport à HTS et par rapport à la libération de Damas. Pour moi, c'est vraiment réduire et occulter la cause syrienne. Quand on dit que c'est HTS, c'est Al-Jolani, c'est pas que Al-Jolani. On parle pas que de Al-Jolani qui a libéré la Syrie, qui est vraiment le leader, bien sûr. Elle est très importante, quand tu disais, c'est la colonne vertébrale, la colonne vertébrale. Mais pour vous, c'est une vraie révolution populaire, c'est ça que vous voulez dire ? Bien sûr, c'est vraiment ce que la révolution a abouti, c'est les aboutissements de la révolution syrienne. Et pour aujourd'hui, est-ce qu'on va justifier les intentions de Jolani ? On ne sait pas. Comme tu disais, ces agendas, est-ce qu'ils sont sincères ? On ne sait pas. On peut pas
prouvé. Mais hier, par exemple, il y a l'envoyé spécial de l'ONU sur la Syrie, qui est Pedersen, qui disait en fait, pour le moment, ils ont envoyé que de messages positifs aux Syriens, pour l'instant. On voit qu'en fait, ils sont arrivés pacifiquement. On ne sait pas ce qui va se passer après, mais en fait, c'est même pas comparable pour moi aux atrocités qu'Assad a commis depuis toujours. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de, je ne sais pas de combien de morts, mais pas beaucoup. On voyait pas beaucoup des atrocités pendant le processus d'arrivée à Damas. Oui, ça a l'air d'être quand même un homme politique assez fin. Voilà, il a dit, il préserve assez. Comme vous l'avez dit, il n'est pas dans un esprit de vengeance. Il n'y a pas un esprit de vengeance pour le moment, et je pense il est important aussi de répondre à tout un récit qui dit « Ah, ça va être la Libye, ça va être l'Afghanistan ». Ah oui, alors, premièrement, et socialement, la Syrie ne peut pas être comparée à l'Afghanistan. Encore une fois, ça montre l'imaginaire... À l'Irak, surtout, j'ai l'impression que le parallèle est fait. Donc, on ne peut pas comparer à l'Afghanistan, parce que ceux qui le font ne font pas de distinction entre musulmans. Toute cette région, il n'y a pas de différence, ils sont tous les mêmes et ils seront tous les mêmes. Donc, ça montre à quel point il y a une ignorance par rapport à l'histoire des deux pays, des deux sociétés et de leur structure et de leur culture. Et je ne dis pas qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, loin de là, mais ce n'est pas la structure tribale afghane avec son passé, avec toute la violence qu'elle a subie et comment elle a répondu. La Libye, c'est aussi un autre cas où on a une société, si on veut parler par exemple de la question ou du fait religieux, qui est homogène. Ils sont tous sûr, sunnites, musulmans. Majoritairement sunnites. Et en plus, c'est une petite population avec beaucoup de ressources pétrolières, riche, etc. Et qui a d'autres formes de clivage, Est-Ouest, parfois certaines relations de tribalité territoriale aussi. Il peut y avoir beaucoup de dynamique. La Syrie, c'est autre chose. Il est vrai qu'on peut comparer un peu à l'Irak, parce que à la fois c'est un voisinage direct, la question kurde, exactement. Il y a la question kurde, il y a la question confessionnelle, il y a la question régionale, il y a les questions des classes sociales, ville, campagne, et il y a le parti Baas qui a gouverné les deux, et il y a un Saddam qui ressemble à Assad. C'était d'ailleurs des jumeaux ennemis, des frères ennemis. Mais là, il y a une grande différence aussi. Quand les États-Unis d'Amérique ont envahi l'Irak et ont fait chuter Saddam, ils ont commis un crime qu'on appelle la débasification de l'Irak. C'est-à-dire, ils ont appliqué la logique de la dénazification de l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale dans un cas qui ne ressemble pas à l'Allemagne nazie au niveau de la société. Le parti Baas peut être comparé à des partis fascistes vu ses pratiques, mais ce n'est pas l'Allemagne nazie. Ce qui a fait que dans le cas irakien, la débasification a rendu la question confessionnelle, la question régionale et toutes les vengeances des anti-Baas possibles. Il fallait en finir avec le parti Baas, mais il ne fallait pas en finir avec l'État irakien, ce que les Américains ont fait. Là, ce qui peut être, je ne veux pas dire rassurant, mais pour le moment positif, c'est que ce qui restait de l'État syrien sous Assad n'a pas été éradiqué. On a préservé les technocrates, la bureaucratie non carcérale, l'administration, et c'est un phénomène interne. C'est ce que j'allais dire, il n'y a pas d'intervention l'invasion américaine. Voilà. Donc, tout est possible maintenant. On peut avoir des scénarios rassurants, comme des scénarios moins rassurants. On ne peut pas guérir d'une dictature de 54 ans en 1 an ou en 2. Ça va prendre du temps, il va y avoir beaucoup de complexité. Mais il y a aussi une autre chose qui est importante par rapport à la Syrie. La Syrie est aujourd'hui sous sanctions. Et Joulani lui-même, il est considéré terroriste par les Occidentaux officiellement, et les Américains en particulier. Donc, il a intérêt, pour ne plus rester sur la liste terroriste, à faire énormément d'efforts et de montrer énormément d'ouverture, par pragmatisme, sincère ou pas, mais il est obligé de faire cela pour ne plus rester l'homme terroriste des listes européennes et américaines à un moment où il a besoin d'argent pour la reconstruction du pays. Et ne pas craindre d'une intervention étrangère, du coup. Et d'une intervention étrangère. Et deux, la Syrie est sous sanctions à cause des crimes du régime Assad. Donc, il doit y avoir maintenant une levée des sanctions. Et des investissements peuvent arriver. Est-ce qu'on va lui permettre à lui seul de décider de tout cela? Évidemment pas. Donc il y a un atout. Et il n'a pas suffisamment de revenus, s'il veut maîtriser la situation, pour payer. Et donc il y a beaucoup de choses et beaucoup de possibilités de conditionnement et d'aide conditionnée qui peuvent pousser Joulani
a changé pour de vrai cette fois, par un besoin même de survie politique. Et donc, les éléments positifs de cette transition sont là, de même que les craintes tout à fait légitimes de ce que peut devenir la Syrie avec Joulani s'il n'est pas sous pression, si la société syrienne ne crée pas aussi des alternatives, ne tire pas toutes les leçons de ce qu'elle a vécu, et je pense qu'elle est tout à fait capable de le faire. Il y a aussi la diaspora syrienne, il y a Bouchra et les Bouchra qui sont aujourd'hui là et qui peuvent un jour rentrer, donc il y a beaucoup de potentiel. Et pour moi, il y a deux choses aussi très importantes. La première, le fait qu'en fait, on dit, on a peur de l'islam, de l'islamisme et de tout ça qui va se passer en Syrie. On parle d'un peuple qui est majoritaire de musulmans aussi. Par exemple, moi, il y a beaucoup de gens qui m'interrogent sur le fait, oh my God, ils ont cassé tout l'alcool. Il y avait un magasin qui a été détruit. Ok, est-ce que ça nous choque, vu qu'on a une majorité musulmane? Moi, je dis pas que moi je veux que ça soit arrivé. Bien sûr que moi je rêve pas d'un État islamiste. On n'a pas sacrifié nos vies et tout pour arriver à un autre dictateur dans une autre manière. Quelle que soit l'idéologie, on cherche pas à ça. On cherche la démocratie, on cherche un État qui nous correspond aujourd'hui. Mais en même temps, il faut qu'on soit réaliste aussi, parce que est-ce que, par exemple, ma famille, les gens qui sont musulmans, qui sont pratiquants, est-ce qu'ils sont contents de voir ces actions comme ça? Ça les choque pas. Bien sûr, je comprends. Comme si on s'en débarrasse de trucs qui sont haram, ok? Interdit. Haram, interdit. En fait, moi, j'ai ma sœur qui est à Damas et j'ai beaucoup d'amis qui sont toujours au pays. Et j'ai aussi les amis avec qui on a célébré hier la chute d'Assad tous ensemble. Et en fait, moi, j'ai l'impression que tout le monde me dit un truc qui résonne avec tout le monde. C'est-à-dire que on avait un objectif en commun. Et c'était Assad. Les Alaouites, les Sunnites, les Kurdes, les Assyriens, les Chiites, tout le monde avait le même objectif. Et je parlais avec ma sœur hier, qui est beaucoup entourée avec les Alaouites, parce qu'elle était intégrée à cette société à un moment donné. Et elle m'a dit, en fait, il faut que les gens comprennent que c'était un clan d'Alaouites qui dirigeait le pays. Mais le reste d'Alaouites, c'était des pauvres, qui souffraient aussi d'Assad, qui souffraient des conditions économiques très, très difficiles. Et du coup, oui, je voulais juste dire que, en fait, c'était l'objectif en commun. Et pour le moment, on verra, mais on sait pas, on peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais en même temps, on a des scénarios. Peut-être il y a des changements, peut-être pas. Il y aura des démocraties, il y aura pas. Mais avec Assad, on était stagnant. Il y aura pas de la lumière à la fin du tunnel. C'était vraiment stagnant. Ça allait pas du tout bouger. Il y avait aucun espoir. Là, il y a de l'espoir, bien sûr. Il y a de l'espoir, mais aussi c'est fascinant parce qu'on voit que c'est les Syriens pour et par les Syriens. Et il y aura des options par la suite. Mais voilà, je voulais juste dire ça, c'est très important. Alors je pense qu'on a tous vu ces images de la prison Sednaya où les prisonniers en fait sont libérés. Est-ce que vous pouvez nous dire c'était quoi cette prison et en quoi elle symbolisait le pouvoir de Assad? Le prison Sednaya, ça existait depuis le temps de Assad le père, et c'était toujours un endroit pour terroriser les gens et pour emprisonner les prisonniers politiques. Mais c'est-à-dire prisonniers politiques, ça peut comprendre les étudiants, quiconque qui opposait au régime, et parfois c'était purement arbitraire. Et depuis ce temps, depuis les années 70, si je me trompe pas, ça existait ce prison, c'était ça? 80, oui. 80, pardon. Ouais. Depuis les années 80, ce prison existait. C'était renforcé à partir de 2011, parce que Assad voulait réprimer tout le monde qui l'opposait, et c'était sa seule manière. Il connaissait que ça, c'est un lâche. Il savait que, en fait, emprisonner tout le monde, les opposants politiques, les étudiants et tous les autres. Et en fait, à partir du moment que Assad a chuté, on savait toujours, ça existait toujours à partir du témoignage de gens qui étaient à Sednaya, que c'était l'enfer, et c'était qualifié par Amnesty International en 2017
c'était vraiment des politiques d'extermination. C'est-à-dire, on voyait, et on a eu des témoignages, même des livres écrits sur la prison de Sednaya, de fait qu'il y avait des manières de torture qui sont inimaginables. Et maintenant, aujourd'hui, on voit les images après la libération de ce prison. Et d'ailleurs, c'était pas que cette prison qui était libérée, les factions qui ont libéré Damas, elles ont essayé de faire la première chose, c'est de libérer les C'est ça qui est fou, c'est que le premier geste qui a été fait, ça a été d'aller dans les prisons et de libérer les prisonniers. C'est pour ça aussi, l'envoyé spécial de l'ONU, il disait que si c'était des messages positifs, parce qu'on n'imaginait jamais les revoir. Pourquoi ? Parce que les soldats d'Assad disaient toujours داخل مفقود والخارج مولود. C'est-à-dire ceux qui vont aux prisons et vont disparaître, ceux qui sortent, c'est des revenants. De revenants qui sont renés. Et on n'imaginait jamais les voir renaître, en fait, des cendres de prison de Sednaya. Et oui, et aujourd'hui, on voit aussi toutes les images, et aussi, c'est très douloureux, parce qu'en fait, il y a beaucoup des familles qui espéraient revoir leurs proches, parce qu'en fait, on parle de centaines de milliers des gens qui sont portés disparus, qu'on espérait qu'ils sont toujours en prison, mais malheureusement, Assad les a exterminés, les a tués. Les exterminés avant de partir, et voilà. Oui, il y en a aussi qui ont pensé morts et qui finalement étaient vivants. Enfin... C'est ça aussi. Ça, c'était vraiment une belle image. Mais... Ouais. Non, mais tout à fait, comme disait Bouchra, Sednaya a commencé à jouer un peu le rôle de Tadmor, de Palmyre sous Père. On disait que Palmyre était le lieu le plus atroce où la torture était une industrie, où les meurtres et les exécutions se déroulaient régulièrement. Et je conseille le roman de Mustafa Khalife, La Coquille, qui est sorti il y a des années, en 2007 ou en 2008 chez Actes Sud, où il décrit l'espace carcéral qu'il a connu lui-même, et il y a le livre de Yassine Haj Saleh, Sortir la mémoire des prisons. Il y a plusieurs témoignages très forts sur l'espace carcéral sous Assad Père, et cela a été reproduit sous Assad Fils à partir de 2011, et Sednaya est devenu le symbole de ce qu'est la machine de la torture assadienne, où des milliers de gens ont perdu la vie sous la torture. Le dossier César, par exemple. Le dossier César, c'est un dossier monté par un ancien photographe de la police militaire de l'armée syrienne qui a fait défection et qui a pris avec lui tous les clichés des photos, parce qu'on voit que les morts sous la torture, on prend des photos avec des chiffres, donc c'est une bureaucratie de la mort, tout est organisé. Il a pris avec lui des dizaines de milliers de clichés qui montrent des dizaines de milliers de corps de prisonniers syriens tués sous la torture, affamés, laissés mourir à cause d'une maladie, etc. Donc, c'est vraiment le cœur du système syrien. Et est-ce que tu disais par rapport aux mauvaises et bonnes nouvelles, c'est-à-dire il y a des gens qui pensaient les leurs morts sous la torture, finalement, quelques-uns étaient libérés maintenant, d'autres, c'est malheureusement l'inverse. C'est exactement ce que le régime a toujours souhaité faire. Garder les familles des prisonniers paralysés par la peur. Il y a toute une économie mafieuse que le régime a développée par rapport à son système carcéral. Vous avez quelqu'un en prison, il faut payer des agents, des personnes qui se présentent comme des garants. Ils vous disent « Ah, si vous payez $2 000, $3 000, $6 000, je peux le faire libérer. » Ou bien « Au moins, je peux me rassurer qu'il ne va pas être torturé. Si vous voulez lui envoyer de la nourriture, d'accord, mais vous me donnez $200, $300. » Et rien de tout cela n'était vrai. Parce que soit les personnes étaient tuées sous la torture, soit le médiateur prétendu, qui peut être aussi un avocat, comme un juge, comme un officier de l'armée, n'ont rien à voir avec tout cela, c'est juste un business. Et les familles ont toujours peur de s'exprimer par crainte qu'il y ait des répercussions sur leurs enfants emprisonnés, un mari, un père, une fille, etc. Donc c'est un système qui paralysait la Syrie. En plus de la torture,
des prisonniers et de leurs familles. Et l'acte de libérer ces prisons-là est l'acte le plus libérateur et émancipateur des Syriens aujourd'hui. Et c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment une guerre psychologique aussi. Exactement. Bachar, elle a joué sur beaucoup de choses à plusieurs échelles pour diviser les Syriens, mais aussi pour les épuiser physiquement et psychologiquement. C'est-à-dire, je parle de la division parce qu'à un moment donné, quand j'étais à Daraa, il y avait les soldats qui étaient que d'Alep, par exemple, qui étaient alaouites et qui venaient d'autres parties de la Syrie. Et il a renvoyé les Daraouis, les gens qui viennent de Daraa, ailleurs aussi pour diviser les Syriens et pour leur faire comprendre que, en fait, vous n'êtes pas en train de tuer vos familles, en fait. Vous tuez ailleurs et du coup, voilà, elle a joué sur la psychologie des gens et aussi par rapport juste aux gens qui pensaient que leurs proches sont morts et qu'ils sont vivants, ça montre beaucoup, en fait. Ça démontre le fait qu'en fait, Assad, elle voulait juste épuiser les gens psychologiquement et physiquement pour qu'ils se lèvent plus et auront plus d'énergie. Les paralyser, bien sûr. Les paralyser pour ne pas avoir de l'énergie pour refaire quelque chose contre lui. Tout à fait. Très bien. Alors, dernière question. Je me tourne surtout vers vous, Bouchra. Quelles sont vos aspirations maintenant ? Vous pensez à quoi ? Vous pensez à retourner en Syrie ? En fait, c'est une question difficile et incertaine pour beaucoup de gens. Et je pense directement au fait que les pays européens et beaucoup de pays dans le monde pensent déjà à suspendre, et l'ont déjà fait, à suspendre les études de demande d'asile. En fait, on est dans une période transitionnelle. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer et tout le monde a besoin de voir un peu plus clairement, en toute dignité, pour pouvoir en fait décider pour eux-mêmes de y retourner. On parle d'une génération de 14 ans. On est parti il y a 14 ans. On a construit une vie, on a des projets, on s'est mariés, on a acheté des maisons, on a beaucoup de projets. Et en fait, comme je disais dès le début, on a beaucoup sacrifié pour cette révolution, pour arriver à un État démocratique. Et pour moi, vraiment, on a besoin de garanties de fait qu'en fait, c'est stable, c'est safe, mais pas que, parce qu'on a une infrastructure qui est complètement détruite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y retourner maintenant parce qu'il n'y a pas de l'éducation, on n'a pas un système de santé qui est construit pour protéger les gens de quoi que ce soit. Et aussi la démocratie, pouvoir participer au processus politique, de la transition politique et tout ça, mais en même temps aussi le rôle de femme. Il faut voir plus clairement comment ça va se passer à partir du moment où on a un peu plus de stabilité, parce que là, on a un gouvernement transitionnel. Ce qui m'a choqué un petit peu, parce qu'on a repris les gens de Hayat Tahrir al-Sham, mais c'est juste pour 3 mois. C'est juste pour garder la stabilité, mais en même temps, on a gardé les institutions d'Assad. C'est-à-dire, c'est juste une période pas claire du tout. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois. Et pour moi, mon aspiration, je pense beaucoup de Syriens le partagent, c'est la démocratie, revenir à un pays où on a un peu plus de clarité et de stabilité et de sécurité, en fait. Et aussi de voir plus clair qu'il y a plus de sanctions, c'est-à-dire on peut participer à la reconstruction de pays. Et pour moi, comme disait Ziad Majed à un moment donné, en fait, le diaspora, c'est vraiment un atout pour la reconstruction de la Syrie. On a beaucoup acquis dans cette période, dans ce trajet très, très difficile depuis 2014. C'est-à-dire, on a appris des langues, on a construit des projets, on connaît beaucoup de gens, on a beaucoup des atouts pour les mettre en service pour la Syrie, pour le futur. Et c'est, pour moi, personnellement, j'aimerais bien rentrer en Syrie pour participer à la documentation de violations de droits de l'homme. Parce que pour moi, aujourd'hui, la priorité, c'est une justice transitionnelle où tous les criminels de guerre sont jugés et la justice est rendue aux victimes. Parce qu'on voyait un sort de justice rendue aux victimes, la sortie de prisonniers et la chute d'Assad, mais aussi on a un projet très long à travailler avec des mécanismes qui existent déjà et qui va exister pour une nouvelle Syrie. Moi, j'ajouterais juste 2 choses. L'impunité. Enfin, cette impunité-là est aujourd'hui, disons, menacée, pour ne pas dire qu'elle a disparu, mais on peut voir une justice de transition pour que tous les crimes qui ont été commis ne restent pas impunis comme ils l'ont été pendant des décennies.
Et la deuxième, on a aujourd'hui au moins le droit de retour des Syriens et des Syriennes. Donc certains vont peut-être revenir, d'autres pas tout de suite. Certains ont commencé des vies ailleurs et comme toute mobilité de population dans le monde, cela doit être évidemment approuvé et accepté. Et il n'y a même pas raison de l'évoquer comme certains essayent aujourd'hui de dire ou d'en parler. Et j'espère que ce droit de retour des Syriens sera aussi celui des Palestiniens un jour, puisqu'on est dans cette même région depuis très longtemps, qui a été empoisonnée par l'impunité des puissants, l'impunité des régimes criminels et surtout l'impunité d'Israël, de ses crimes, de son occupation, y compris de l'occupation du Golan syrien, et bien sûr depuis des années maintenant, tous les crimes en Cisjordanie et le génocide en cours à Gaza. Donc le droit de retour des Syriens, un jour des Palestiniens et la fin de l'impunité, c'est le message d'espoir qu'on doit préserver et défendre jusqu'au bout. Merci Ziad, merci Bouchra, et puis à très bientôt et on souhaite le meilleur pour la Syrie. Merci beaucoup. Merci.